C'est le 1er juillet 2018. Au cœur de la prison de Réau, juste au sud de Paris, un hélicoptère descend dans la cour. Les gardiens se précipitent pour réagir, mais il est trop tard. En moins de 10 minutes, Redouane Faïd, un criminel de carrière tristement célèbre pour son amour des films de crime hollywoodiens, a disparu, évadé. L'artiste de l'évasion le plus recherché au monde s'est encore une fois volatilisé. Redouane Faïd n'était pas un criminel ordinaire. Il était méticuleux, charismatique et complètement impénitent. Pour lui, la vie n'était pas seulement une question de survie, c'était une question de spectacle. Et alors que la plupart des détenus rêvent de libération conditionnelle, Faïd planifiait ses évasions comme un film hollywoodien. Mais comment un jeune homme d'une petite banlieue française, inspiré par ses films de crime préférés, s'est-il transformé en l'un des fugitifs les plus insaisissables de l'histoire? Et que se passe-t-il lorsque les frontières entre fantaisie et réalité s'estompent si complètement? Voici l'histoire de Redouane Faïd, l'homme qui a donné vie au cinéma à travers le crime, et est devenu l'évadé le plus audacieux de France. Nous sommes en 1972, et dans la banlieue difficile de Creil, juste au nord de Paris, naît Redouane Faïd, quatrième d'une fratrie de 13 enfants dans une famille d'immigrants algériens. Leur maison était exiguë, bruyante et chaotique. La vie à Creil était dure, mais pour Faïd, elle est devenue encore plus difficile lorsque son père a abandonné la famille. Sans figure paternelle, Redouane a dû naviguer seul dans un monde difficile, grandissant trop vite dans un environnement marqué par la pauvreté et les opportunités limitées. L'absence de son père a laissé un vide que Faïd a comblé avec ambition et défi. Il était débrouillard dès son plus jeune âge, apprenant à assumer des responsabilités tout en cherchant des moyens de s'élever au-dessus de sa condition. Dans le labyrinthe de béton des cités, son esprit vif et sa personnalité magnétique le distinguaient. Alors que ses frères et sœurs faisaient face à leurs difficultés de manière plus discrète, Faïd est devenu celui qui prenait des risques, celui qui rêvait de s'échapper des contraintes de leur dure réalité. À l'adolescence, Faïd a glissé vers la petite délinquance. Le vol à l'étalage, s'introduire dans les cinémas et revendre des objets volés sont devenus sa façon d'affirmer son contrôle sur une vie qui semblait offrir peu d'espoir. Ces petites combines étaient un moyen de survie, mais elles étaient aussi les premiers pas sur un chemin qui le mènerait finalement à l'infamie. Même à cette époque, il y avait un côté calculé dans tout ce qu'il faisait. Faïd n'agissait pas de manière imprudente. Il semblait toujours savoir jusqu'où il pouvait aller avant d'attirer les ennuis. Malgré les difficultés à la maison, Faïd est resté farouchement protecteur envers sa famille. Il a souvent endossé le rôle de figure paternelle pour ses frères et sœurs plus jeunes, leur prodiguant des conseils et les protégeant autant que possible des dangers de la rue. Sa loyauté envers sa famille deviendrait plus tard une caractéristique déterminante de son empire criminel, mais dans ses premières années, c'était simplement l'expression de son désir de protéger les personnes qu'il aimait. En grandissant, les ambitions de Faïd ont dépassé les petits délits de sa jeunesse. Inspiré par des histoires de rébellion et de pouvoir, il a commencé à envisager une vie bien au-delà des limites de Creil. Il dévorait les films, s'immergeant dans des récits de hors-la-loi et d'anti-héros qui vivaient selon leurs propres règles. Parmi ses préférés figuraient des films de braquage comme Heat et Point Break, qu'il ne se contentait pas de regarder, il les étudiait. Pour Faïd, ces films étaient plus que du divertissement. C'étaient des plans pour une vie de risque, de récompense et de liberté. À l'âge de 20 ans, Faïd était passé des petits vols à des crimes plus sérieux. Il a formé une équipe composée de ses frères et cousins, des personnes en qui il avait une confiance absolue. Ensemble, ils ont commencé à orchestrer des braquages soigneusement planifiés, ciblant des biens de grande valeur avec un niveau de précision qui stupéfiait même les criminels chevronnés. Pour Faïd, la famille n'était pas seulement une source de loyauté,
C'était son fondement. Dans un monde où la trahison était courante, il savait qu'il pouvait compter sur les liens du sang pour maintenir ses opérations sécurisées. Ses premiers braquages ont jeté les bases de la réputation de Faïd en tant que gangster gentleman. Contrairement à d'autres criminels qui s'appuyaient sur la force brute, il abordait chaque travail avec une planification méticuleuse et un sens du spectacle. Il évitait la violence inutile, se concentrant plutôt sur des tactiques psychologiques et des stratégies bien exécutées. Son charisme et son leadership ont fait de lui une figure de proue naturelle, et son équipe le suivait avec une loyauté inébranlable. Pourtant, sous l'image policée d'un criminel sophistiqué, il y avait un homme façonné par les épreuves et la perte. L'absence de son père avait laissé des cicatrices, mais elle avait aussi alimenté sa détermination à faire ses preuves. Faïd ne se contentait pas de survivre, il voulait prospérer, réécrire l'histoire de sa vie selon ses propres termes. Et à la fin des années 1990, le nom de Faïd commençait à être connu dans le monde interlope parisien. Il était passé d'un garçon sans père à Creil à un leader calculateur dont les opérations étaient admirées et craintes à parts égales. Son histoire ne faisait que commencer, mais les germes de sa légende avaient déjà été semés dans les rues de Creil, où un garçon qui avait tout perdu rêvait de tout reprendre. Au printemps 1999, un fourgon blindé effectuait sa tournée habituelle au cœur de Paris, transportant des millions de francs en espèces. Pour les gardiens, c'était juste une journée sans histoire. Mais alors qu'ils se garaient devant une banque et commençaient à décharger l'argent, ils ignoraient que chacun de leurs mouvements était surveillé. À proximité, un groupe d'hommes masqués, armés et prêts se préparait à exécuter l'un des braquages les plus audacieux que la ville ait jamais connus. Au centre de tout cela se trouvait Redouane Faïd, orchestrant chaque mouvement comme le chef d'un orchestre symphonique. À cette époque, Faïd n'était plus un simple petit voleur. Il était devenu un maître stratège, dirigeant une équipe soudée composée de ses frères, cousins et quelques associés de confiance. La famille était au cœur de son opération. Pour Faïd, les liens du sang représentaient une loyauté inébranlable, un atout crucial dans un monde où la trahison était souvent une question de survie. Son équipe n'était pas qu'un gang, c'était une équipe méticuleusement entraînée et farouchement loyale. Cette base de confiance leur permettait de planifier et d'exécuter leurs braquages avec une précision qui rivalisait avec des opérations militaires. La préparation du braquage de 1999 a commencé des semaines à l'avance. Faïd et son équipe ont mené une surveillance détaillée de l'itinéraire du fourgon blindé, étudiant chaque arrêt, chaque mouvement des gardiens et chaque vulnérabilité potentielle. Rien n'était laissé au hasard. Les horaires des gardiens étaient mémorisés. Les itinéraires de fuite étaient cartographiés et les plans de secours étaient répétés. L'équipe s'entraînait même à répéter leur rôle, s'assurant que chaque mouvement serait rapide et fluide. Le jour du braquage, tout s'est déroulé selon le plan. Alors que les gardiens sortaient du camion pour décharger l'argent, l'équipe s'est abattue sur eux avec une efficacité terrifiante. Déguisés et armés d'armes automatiques, ils ont maîtrisé les gardiens en quelques secondes. Il n'y avait pas de chaos, pas de cris, juste des mouvements précis et calculés. En quelques minutes, ils ont sécurisé l'argent, neutralisé les gardiens sans blesser personne et disparu dans les rues animées de Paris. Toute l'opération était terminée avant que quiconque ne réalise ce qui s'était passé. Le braquage a rapporté des millions, mais ce n'était pas seulement l'argent qui a captivé l'imagination du public. C'était la façon dont le vol avait été exécuté, parfait, presque cinématographique. Pour les médias, ce n'était pas qu'un crime, c'était un spectacle. Des histoires ont commencé à circuler sur l'homme derrière l'opération, dépeignant Faïd comme un leader charismatique et calculateur. Contrairement à l'image stéréotypée d'un gangster impitoyable, Faïd était décrit comme poli, intelligent et même charmant.
Sa capacité à combiner efficacité et absence de violence inutile lui a valu le surnom de « gangster gentleman ». La dépendance de Faïd envers son équipe familiale était un facteur clé de son succès. En travaillant exclusivement avec ses frères et cousins, il assurait un niveau de loyauté rare dans le monde criminel. Cette unité rendait son opération presque impossible à pénétrer pour les forces de l'ordre. Chaque membre de l'équipe avait un rôle spécifique, de la reconnaissance à la logistique, et ils exécutaient leurs tâches avec une discipline presque professionnelle. Pour Faïd, la famille n'était pas qu'une commodité, c'était sa plus grande arme. Mais le braquage qui a catapulté Faïd vers la célébrité a aussi apporté de nouveaux défis. Les forces de l'ordre, stupéfaites par la sophistication du vol, ont commencé à concentrer leurs ressources sur la capture du cerveau de l'opération. La surveillance s'est intensifiée, des informateurs ont été recrutés et des groupes d'intervention ont été formés avec un seul objectif: traduire Redouane Faïd en justice. La fascination du public pour son histoire n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu, chaque reportage médiatique renforçant davantage son statut d'homme le plus recherché de France. Malgré la surveillance accrue, Faïd ne laissait pas la pression transparaître. Pour lui, le succès du braquage était la preuve de son génie, une validation du chemin qu'il avait choisi. Mais il savait aussi que la célébrité avait un prix. Plus il réussissait, plus il attirait l'attention, et plus il devenait difficile d'opérer dans l'ombre. Les années suivant le braquage l'ont vu poursuivre ses opérations à haut risque, ciblant des véhicules blindés, des banques et des bijouteries avec la même précision et la même planification qui avaient défini ses exploits précédents. Pendant cette période, Faïd a maintenu un profil bas, gérant soigneusement sa notoriété croissante. Il changeait fréquemment de lieu, utilisait de fausses identités et évitait tout risque inutile. Mais en 2010, tout a changé. Ce qui avait commencé comme un autre braquage de haut vol s'est transformé en tragédie nationale, et la vie de Faïd a pris un tournant plus sombre. Son équipe avait planifié un braquage élaboré, ciblant un fourgon blindé à Villiers-sur-Marne, une banlieue de Paris. Comme toujours, l'opération était méticuleusement planifiée. L'équipe avait repéré les lieux, chronométré l'itinéraire du véhicule blindé et préparé leur véhicule de fuite. Mais cette fois, le braquage ne s'est pas déroulé comme prévu. Lorsque l'équipe a tendu une embuscade au véhicule blindé, une violente fusillade a éclaté entre les braqueurs et les policiers qui patrouillaient à proximité. Le chaos s'est intensifié et pendant la fusillade, une jeune policière nommée Aurélie Fouquet a été mortellement touchée. Sa mort a envoyé des ondes de choc à travers la France, transformant ce qui aurait pu être un autre braquage tristement célèbre en une tragédie qui entrait à jamais l'héritage de Faïd. L'incident a marqué un tournant dans la vie de Faïd. La mort d'Aurélie Fouquet a attiré une surveillance intense des médias et des forces de l'ordre. Il n'était plus seulement un gangster gentleman ou un maître voleur. Il était maintenant un fugitif lié au meurtre d'une policière. La perception du public à son égard a commencé à changer et les autorités ont lancé une chasse à l'homme sans précédent pour le traduire en justice. Pendant des mois, Faïd a échappé à la capture, mais en juin 2011, sa chance a finalement tourné. Agissant sur la base d'un tuyau, la police a fait une descente dans un hôtel près de Paris, où Faïd se cachait. L'arrestation a été rapide et bien coordonnée. Mais même à ce moment-là, le charisme et le calme de Faïd se sont démarqués. Il n'a pas résisté. Au lieu de cela, il a salué les officiers avec un niveau de sang-froid qui a laissé une impression. Pour ceux qui en ont été témoins, c'était comme si Faïd savait déjà que ce n'était qu'un revers temporaire. Après son arrestation, Faïd a fait face à une avalanche d'accusations, notamment de vol à main armée et son lien avec les événements tragiques de Villiers-sur-Marne. Les tribunaux l'ont condamné à 25 ans de prison, l'envoyant dans une prison de haute sécurité pour purger sa peine. Pour la plupart des criminels, une telle sentence marquerait la fin de leur histoire.
Mais pour Redouane Faïd, ce n'était qu'un nouveau chapitre. La vie dans une prison de haute sécurité était un défi pour beaucoup, mais pour Faïd, c'est devenu une opportunité. Dès le jour où il s'est retrouvé derrière les barreaux, son esprit était fixé sur l'évasion. L'équipe extérieure de Faïd a été cruciale pour son succès. Faire entrer de la contrebande dans une prison de haute sécurité n'est pas une mince affaire. Pourtant, l'équipe de Faïd a réussi à infiltrer la chaîne d'approvisionnement avec une efficacité remarquable. Utilisant des messages codés envoyés via des téléphones portables de contrebande, il a coordonné la livraison d'outils, d'explosifs et d'autres matériaux essentiels. Les objets étaient dissimulés dans des livres évidés, des plateaux repas modifiés et même dans les coutures des vêtements des détenus. Chaque pièce était si bien déguisée que même les inspections les plus minutieuses ne parvenaient pas à les détecter. L'élément peut-être le plus audacieux du plan de Faïd concernait les explosifs. Ce n'étaient pas des matériaux de qualité industrielle introduits en une seule fois, c'étaient de petits composants apportés au fil du temps et assemblés à l'intérieur de la prison. En utilisant des objets du quotidien et une ingénierie créative, l'équipe de Faïd a fabriqué des explosifs assez puissants pour percer des portes renforcées. Les composants étaient cachés dans des objets quotidiens, comme des canettes, des articles de toilette ou des emballages alimentaires, garantissant qu'ils ne soulèveraient pas de soupçons lors des inspections. Cependant, le charisme de Faïd était une autre arme dans son arsenal. Il savait que la confiance était une vulnérabilité qu'il pouvait exploiter. Au fil des mois, il a cultivé des relations avec le personnel pénitentiaire, se présentant comme coopératif et même sympathique. Il évitait les confrontations, respectait les règles et maintenait une aura de calme tout en recueillant des renseignements critiques sur les routines des gardiens, les angles morts et les faiblesses de la sécurité. Son équipe à l'extérieur de la prison ne se contentait pas d'attendre des instructions, elle surveillait activement l'établissement. Utilisant des drones et des caméras à longue portée, ils étudiaient les mouvements des gardiens, les horaires de livraison et même les changements d'éclairage autour du périmètre. Faïd recevait des rapports détaillés, lui donnant une compréhension complète de l'environnement de sécurité tant interne qu'externe. L'aspect le plus remarquable de la préparation de Faïd était la façon dont il coordonnait parfaitement le timing de chaque élément. De la contrebande à la synchronisation de l'aide extérieure, chaque aspect de l'évasion reposait sur la précision. Même le placement des charges explosives était calculé pour maximiser l'impact tout en minimisant les dommages collatéraux, garantissant que la brèche serait rapide et efficace. Lorsque le plan s'est finalement concrétisé, il était clair que Faïd avait transformé sa détention en une opportunité de réinvention. Il a utilisé les contraintes mêmes du système pénitentiaire à son avantage, exploitant des faiblesses que personne n'avait même envisagées. Et un matin d'avril fatidique, le plan s'est mis en action. Des explosions ont résonné dans la prison alors que des charges stratégiquement placées déchiraient les portes d'acier et les murs fortifiés. La fumée a rempli l'air, désorientant les gardiens et créant une scène chaotique. En quelques minutes, des complices lourdement armés ont pris d'assaut l'établissement, leurs visages cachés et leurs intentions claires. Ils ont pris des gardiens en otage, exigeant l'accès à la cellule de Faïd. L'opération entière s'est déroulée avec précision. Quelques minutes après son début, Redouane Faïd est sorti de la prison de Sekedine, entouré de fumée et de chaos, et a disparu dans une voiture qui l'attendait. L'évasion a dominé les gros titres à travers la France. Les médias l'ont décrite comme quelque chose digne d'un film hollywoodien, les commentateurs s'émerveillant de l'audace pure et de la précision de l'opération. Faïd est devenu un nom familier du jour au lendemain, une figure qui était autant admirée pour sa ruse que crainte pour sa criminalité. Pourtant, malgré toute la gloire, la vie en cavale n'était jamais simple. Pendant 6 semaines, Faïd a échappé à la capture, s'appuyant sur un réseau de planques et la loyauté inébranlable de sa famille.
Sa capacité à garder une longueur d'avance sur les forces de l'ordre était remarquable. Mais des fissures ont commencé à apparaître alors que le filet se resserrait autour de lui. Le 29 juin 2013, la liberté de Faïd a pris fin brusquement. Agissant sur un tuyau, la police a fait une descente dans un hôtel près de Paris et l'a trouvé caché avec de faux papiers d'identité, de grandes sommes d'argent et des plans pour une autre évasion. Il a été rapidement appréhendé et remis en détention sous des mesures de sécurité encore plus strictes. Pour la plupart des criminels, cela aurait marqué la fin de l'histoire. Mais Redouane Faïd n'était pas comme la plupart des criminels. Sa première évasion n'avait fait que solidifier sa réputation, et pour lui, c'était une question de quand, pas si, il serait libre à nouveau. Pendant 5 ans, il est resté derrière les barreaux sous certaines des mesures de sécurité les plus strictes de France. Les gardiens le surveillaient jour et nuit, conscients de sa réputation d'artiste de l'évasion. Les autorités pénitentiaires le déplaçaient fréquemment, espérant l'empêcher de former des connexions ou d'exploiter des vulnérabilités dans le système. Malgré ces précautions, l'esprit de Faïd était loin d'être inactif. Il passait ses journées à étudier tranquillement son environnement, à construire des relations avec des personnes de confiance et à imaginer des scénarios qui mèneraient à sa prochaine évasion. Pour Faïd, l'enfermement n'était pas une fin, c'était un défi à surmonter. En 2018, Faïd était devenu agité. La monotonie de la vie dans la prison de Réao, un établissement de haute sécurité au sud de Paris, n'a fait qu'alimenter sa détermination. À l'extérieur des murs de la prison, sa famille et ses alliés de confiance ont commencé à assembler un plan ambitieux qui dépasserait l'évasion explosive de 2013. Cette fois, la pièce maîtresse de leur plan n'était pas une voiture ou des explosifs, c'était un hélicoptère. Des mois de préparation ont été consacrés à l'opération. L'équipe a volé un hélicoptère d'un petit aérodrome près de Paris, choisissant un modèle suffisamment agile pour atterrir dans la cour confinée de la prison de Réau. Le pilote, un civil expérimenté, a été kidnappé et forcé sous la menace d'une arme à coopérer. L'équipage a répété le plan plusieurs fois, utilisant des maquettes et étudiant des images aériennes de la prison. Chaque seconde était comptabilisée, et chaque mouvement était chorégraphié pour assurer les plus grandes chances de succès. Le matin du 1er juillet, 2018 a commencé comme n'importe quel autre à la prison de Réau. Les gardiens faisaient leur ronde, les prisonniers déambulaient, et l'établissement restait enfermé dans son rythme habituel de routine stricte et de chaos contrôlé. Sans qu'ils le sachent, un hélicoptère fendait le ciel, se dirigeant vers la cour de la prison. À exactement 11h15, le calme matinal des gardiens a été brisé. Le bruit vrombissant des pales du rotor est devenu plus fort, et en quelques instants, un hélicoptère est descendu dans la cour sous les yeux des gardiens stupéfaits. Avant que quiconque puisse réagir, 3 hommes masqués armés de fusils d'assaut ont émergé de l'hélicoptère. Ils se sont déplacés rapidement, lançant des grenades fumigènes pour désorienter les gardiens et bloquer leur vue. 2 des hommes se sont dirigés droit vers le bâtiment de la prison, utilisant des scies circulaires pour couper à travers les portes renforcées. La précision et la vitesse de leurs mouvements ne laissaient aucun doute. C'était une opération soigneusement orchestrée, pas un acte impulsif de désespoir. À l'intérieur de la prison, Faïd attendait. Le bruit des scies et les cris des gardiens lui ont tout dit ce qu'il avait besoin de savoir, le plan fonctionnait. En quelques minutes, les hommes armés ont atteint sa cellule et l'ont escorté dehors. Les gardiens étaient impuissants à intervenir, tenus en respect par la menace des armes automatiques. Alors que le groupe émergeait dans la cour remplie de fumée, ils ont foncé vers l'hélicoptère. Faïd est monté à bord, suivi par ses complices, et en quelques instants, l'appareil a décollé. L'opération, du début à la fin, avait pris moins de 10 minutes. Au moment où les autorités se sont mobilisées pour répondre, l'hélicoptère était parti, laissant derrière lui une traînée de confusion, d'incrédulité et de dévastation.
La nouvelle de l'évasion s'est répandue rapidement. Les médias l'ont décrite comme quelque chose tout droit sorti d'un film hollywoodien, et le nom de Faïd était une fois de plus placardé dans les gros titres. Pour le public, il n'était plus seulement un criminel. Il était un symbole de défi, quelqu'un qui avait déjoué l'un des systèmes pénitentiaires les plus sécurisés du pays. Pour Faïd, c'était l'ultime affirmation de ses capacités. Mais l'évasion n'était pas sans défi. L'équipage a rapidement abandonné l'hélicoptère, y mettant le feu pour détruire toute preuve qui pourrait le relier à eux. De là, Faïd et ses complices se sont séparés, s'appuyant sur un réseau de planques et d'alliés loyaux pour garder une longueur d'avance sur les forces de l'ordre. Pendant des mois, Faïd a réussi à échapper à la capture, se déplaçant à travers les banlieues de Paris et au-delà, changeant constamment d'endroit et utilisant de fausses identités. La police française a lancé l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire récente, déployant des drones, des hélicoptères et des équipes de surveillance pour le traquer. Des barrages routiers ont été mis en place, des tuyaux ont été suivis, et chaque piste a été poursuivie avec une détermination sans relâche. La pression sur le réseau d'alliés de Faïd a augmenté, et un par un, ceux qui lui étaient les plus proches ont commencé à fléchir sous le poids de l'enquête. Le 3 octobre 2018, après des mois de cavale, les autorités l'ont finalement localisé dans un modeste appartement à Creil, la même ville où sa vie de criminel avait commencé. La descente a été rapide et méthodique. Agissant sur un tuyau d'un informateur, les unités d'élite de la police ont encerclé le bâtiment aux premières heures du matin. Des drones planaient au-dessus, surveillant chaque sortie potentielle, tandis que des officiers lourdement armés se préparaient à pénétrer dans l'appartement. Quand la police a fait irruption, ils ont trouvé Faïd caché dans une chambre. Il n'était pas armé, un moment inhabituel de vulnérabilité pour un homme qui était devenu synonyme de défi audacieux. La pièce était spartiate, mais elle racontait une histoire de désespoir. Une cache d'argent était soigneusement pliée dans un coin, avec de faux documents d'identité et des fournitures de base pour la vie en cavale. À proximité se trouvait une collection de cartes détaillées et de plans, suggérant que Faïd avait déjà commencé à planifier son prochain mouvement. L'arrestation a envoyé des ondes de choc à travers la France. Après le spectacle de son évasion en hélicoptère quelques mois plus tôt, sa recapture semblait presque anticlimactique. Pourtant, pour les forces de l'ordre, c'était une victoire durement gagnée. Après sa capture, Faïd a été rapidement transféré dans un établissement de haute sécurité. Les autorités étaient déterminées à empêcher toute nouvelle évasion, et ces nouveaux locaux reflétaient cette détermination. Il a été placé à l'isolement, surveillé 24 heures sur 24 par des caméras de surveillance et soumis à des transferts fréquents entre les établissements pour l'empêcher d'établir des schémas ou des connexions. En 2020, Faïd a fait face à un procès pour son évasion en hélicoptère et a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, y compris le vol à main armée, l'enlèvement et la facilitation d'une évasion de prison. Le tribunal lui a infligé une peine de 25 ans. Cette sentence s'ajoutait aux décennies qu'il purgeait déjà pour ses crimes précédents, assurant efficacement qu'il passerait le reste de sa vie en prison. Aujourd'hui, Redouane Faïd reste incarcéré dans une prison de haute sécurité en France. Ses journées se passent dans les conditions les plus strictes, chaque aspect de sa vie étant surveillé pour empêcher toute tentative d'évasion. Malgré son enfermement, sa légende perdure. Pour certains, il est un symbole de défi et d'ingéniosité. Un homme qui a transformé sa vie en un film de braquage du monde réel. Pour d'autres, il est un criminel dangereux qui a exploité les faiblesses du système au détriment de la sécurité publique.